Monsieur Louiset. Oui, moi je voulais intervenir. J'ai pas entendu dans le rapport parler de la protection des femmes qui subissent des violences. Je voudrais qu'on précise comment on veut articuler les choses au niveau de Fécamp et de l'Agglo. Et j'ai pas entendu parler d'un transport style mobile fil pour les personnes à mobilité réduite et pour les gens non-voyants. Voilà. Si, les deux sont dans le document, donc on aurait pu oublier, hein, parce que vous avez vu, il fait quand même plus de 50 pages, mais en l'espèce, ça a été dit. Page 26 du rapport, vous allez retrouver ces éléments-là, et sur la protection des violences faites aux femmes, et également sur le transport. Par contre, peut-être qu'on peut apporter des précisions, c'est ça votre question. En fait, c'est le comment qui m'intéresse, c'est pas le... C'est le quoi? C'est comment on va faire pour le faire, et qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà. Non mais Monsieur Louiset, vous faites partie du CCS. Oui, non, donc ces questions-là, on les aborde pas au conseil municipal. L'important, c'était qu'en effet, vous soyez rassurés et que vous voyez que ça figurait bien dans le document. Donc ça figure bien dans le document. On en a parlé lors du CCS d'hier en évoquant que la question de la protection, pas tant des femmes que des plus faibles, parce que nous avons parfois eu des hommes aussi à protéger. Donc moi, je souhaite que ce soit la protection en général de ceux qui sont en situation de très grosses difficultés. Et pour le transport des personnes, notamment en situation de handicap, nous l'avons également évoqué à l'agglomération. Et il s'agit, je rencontrais cet après-midi l'ensemble des vice-présidents pour, pas l'ensemble, depuis 2 jours, parce que pas en rencontrer 15 en une journée, mais Éric Scarano, qui aura en charge les mobilités et l'habitat, a dans sa lettre de mission le fait, et notamment le renouvellement de la délégation de service public, puisque vous savez qu'avec Keolis, il s'agit d'une délégation de service public, eh bien, il aura cette mission aussi de regarder comment concrètement, eh bien, nous faisons pour que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier peut-être d'un accompagnement, ça serait l'idéal, d'un accompagnement qui se fasse individuel. Nous avons aujourd'hui, parce que c'est aussi un sujet sur lequel on devra travailler avec vous. Moi, j'ai des interrogations quand je vois des bus, à l'heure où nous parlons de protection de l'environnement, des bus de 50 places qui circulent avec 2 personnes à l'intérieur. Donc, tous ces sujets-là vont être mis à plat à l'occasion du renouvellement de la DSP. On va se faire accompagner parce que ce sont des sujets extrêmement précis. On doit savoir où on va avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et les travaux devraient commencer. Vous l'avez vu, on a voté une prolongation d'1 an justement pour nous donner le temps de dire qu'est-ce qu'on veut, comment on essaie de le faire. On avait un sujet transversal avec Pierre également ce matin qui est en charge les ressources humaines à l'agglomération, où on se disait, on a malheureusement aujourd'hui, et on va le vivre toujours plus, puisque la durée du temps de travail augmente, on a un certain nombre d'agents qui aujourd'hui ont des restrictions médicales, n'arrivent plus à exercer les fonctions pour lesquelles ils avaient été employés dans la collectivité. Et on se disait que plutôt que d'être déprimés parce qu'ils ne peuvent plus faire et qu'ils aimeraient toujours être actifs au service de la collectivité, certains, pourquoi pas, peut-être trouveraient une utilité, et pour nous et surtout pour les personnes âgées, de pouvoir aller les chercher chez elles à domicile sans que ça coûte affreusement cher. Je crois qu'on va être obligé dans les années qui viennent d'essayer d'être malin. On a moins d'argent, c'est vrai à l'échelle du territoire national, et ici on ne coupe pas à ça. Ça ne sera pas obligatoirement sur la forme que ça pouvait avoir avant, c'est-à-dire on mettait dans une DSP l'ensemble des volontés qu'on avait et puis on payait. Aujourd'hui, on doit peut-être se dire, oui, on peut rendre ce service-là, en l'individualisant encore plus. Il faudra peut-être prévenir la veille, évidemment, comme ça se fait sur les territoires sur lesquels ça s'exerce, mais un peu comme on le fait parfois avec des associations de bénévoles. Là, on a à l'intérieur de nos 2 collectivités des agents qui parfois se sentent peu utiles parce qu'ils ont des restrictions médicales et qui pourraient tout à fait, pourquoi pas, aller accompagner des personnes. Donc tout ça, on doit le mettre à plat, je vous dis, à l'occasion de la délégation de service public, et on aura vraiment besoin des uns et des autres pour essayer d'y réfléchir collectivement. Ça veut dire que on peut avoir très bien une partie DSP
pour nos lignes classiques, qu'il faudra aussi revoir avec courage, quand je vous disais, quand il y a 2 personnes qui sont à bord, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient ou pas? À un moment donné, on peut s'interroger. En tous les cas, on est en droit de s'interroger et nous avons des comptes à rendre au Fécampois. Et puis, on peut avoir parallèlement des activités qui relèvent plus de la régie et qui nous permettraient de répondre à ce besoin, pas tant à Fécamp que, évidemment, sur l'ensemble du territoire. Pour avoir travaillé dans une grande entreprise de la région à la cellule de reclassement, je peux évidemment qu'être d'accord pour cette démarche et je propose qu'évidemment le médecin du travail soit associé à cette démarche et qu'il y ait un discours avec les gens, une étude du médecin du travail et voir la faisabilité avec le médecin du travail. Et je suis d'accord sur cette J'ai pris un exemple, hein. Je oui, sais pas si ça peut se monter comme ça, mais vous voyez, on avait la réflexion cet après-midi en se disant, quand même, on a plein de besoins dans de nombreux domaines, et on a des agents qui aujourd'hui sont pas ne se sentent pas utiles parce qu'en effet, on n'a pas de mission à leur confier. Donc, on se doit de se dire comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, d'accord. C'est pour le public. Il ne s'est rien passé, ne vous inquiétez pas. Il y avait juste une petite bête. Je voulais ajouter par rapport à cette procédure donc de reclassement du personnel dans une cellule, je souhaite aussi que lorsque la ville achète du matériel pour le personnel, que le CHSCT soit informé et qu'on puisse éventuellement essayer le matériel, de façon, comme ça se fait dans certaines entreprises, de voir s'il est adaptable au personnel et s'il est adapté pour le personnel. Voilà. Là, le CHSCT est systématiquement associé lorsqu'il y a en effet du matériel qui est pris. Notamment, on a travaillé beaucoup avec l'ergonome, notamment du centre de gestion, sur les gestes et postures. Et l'ergonome a travaillé en lien avec le CHSCT. Donc on est vraiment dans la prévention, comme en effet, je me permets, excusez-moi. Comme nous sommes en effet avec des agents qui vont être amenés à travailler peut-être un peu plus longtemps, c'est comment on arrive à préserver nos agents dès leur plus jeune âge, dès leur recrutement, pour qu'ils puissent aller le plus loin possible dans leur carrière et dans leur mission. Donc c'est vraiment un travail de prévention et le CHSCT pilote bien entendu ces démarches, sachant que le CHSCT c'est une instance paritaire entre les élus et les représentants du personnel. Donc c'est aussi à l'initiative de la collectivité que cela se fait et on se fait bien sûr assister par le centre de gestion et tous les professionnels que l'on juge nécessaires. Alors moi, ce que j'ai demandé, parce qu'on avait une petite expérience au début du mandat précédent d'acquisition, ça m'était remonté, de chaussures, par exemple, de sécurité, et qui correspondaient pas du tout. Donc nous, en tous les cas, moi, ce que j'ai sollicité, c'est qu'évidemment, les utilisateurs, les usagers, les utilisateurs en l'espèce, puissent surtout, eux, tester. Parce que même si je suis membre du CHSCT, moi je ne sais pas ce que c'est que de porter des chaussures de sécurité. Donc ce sont quand même les intéressés qui doivent les premiers être en capacité de se dire est-ce que ça correspond ou pas à mes attentes. D'où des demandes aussi parfois de tests sur du matériel. Parce qu'avant d'acheter, on doit tester. Et il faut on avait demandé, tu te souviens David, que justement dans nos appels d'offres, il puisse y avoir ce volet-là aussi. Parce qu'auparavant, on ne faisait pas. On achetait avec ou la technique ou le pourcentage sur les appels d'offres liés au prix. Et on s'était, je vous dire, trouvé avec une situation qui nous était remontée où on m'avait dit, Madame le maire, les chaussures que vous avez achetées, comme si c'était moi qui les avais achetées, mais les chaussures que vous avez achetées, elles nous font mal, on les a pas essayées, etc. Donc maintenant, normalement, ça ne se produit plus dans la collectivité et il y a des tests qui sont faits auparavant. Donc, vous avez raison tous. En effet, ce sont et les agents qui doivent tester et ensuite le CHSCT qui valide. Son budget annexe de l'eau, le service d'eau potable. Donc une petite émotion puisque ce sera la dernière fois que nous le ferons, puisque cette compétence eau et assainissement a été transférée au 1er janvier de cette année au
Voilà, comité d'agglomération Fécamp Littoral. Donc nous devons par contre voter, mettre en délibération et voter les comptes de gestion et administratifs de l'exercice passé de l'exécution 2019. Donc même exercice que tout à l'heure, considérant que ces documents présentent les mêmes résultats que les comptes administratifs, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par monsieur le trésorier principal, visé et certifié, conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Nous invitons à en délibérer. Il faut mettre aux voix avant. Excusez-moi, je vais trop vite. Pas de vote contre. Pardon ? J'ai une question. Oui. Je vois qu'il y a un excédent d'1 328 842 €. Ne pourrions-nous pas utiliser une partie de cet excédent pour faire baisser la facture d'eau des Fécampois avec un tarif dégressif, par exemple les premiers mètres cubes gratuits pour les plus défavorisés? Alors on ne peut pas aujourd'hui faire le débat sur l'eau ou l'assainissement, mais vous le verrez, on a énormément d'investissements à programmer dans les années à venir. L'eau potable, c'est évidemment un bien extrêmement précieux. Nous avons des travaux que nous programmons, mais vous avez surtout des travaux qui nous sont imposés compte tenu de normes toujours plus importantes et de recherches toujours plus importantes qui sont effectuées. De plus, comme David vous l'a expliqué, cette délibération, elle est la dernière puisque nous validons les comptes. Et maintenant, ces décisions se prendront non plus ici, mais à l'agglomération. Aujourd'hui, quand on regarde le sujet de l'eau à l'échelle de l'agglomération, et c'est assez normal, on va dire, enfin c'est pas étonnant, nous avons plusieurs syndicats dans les communes voisines, puisque nous sommes 33 communes à l'agglomération, et nous avons la ville de Fécamp qui, elle, est en régie. Évidemment qu'aller alimenter en milieu rural des maisons qui parfois sont isolées est beaucoup plus coûteux que quand vous êtes en milieu urbain. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous devrons à terme tenter d'aller vers l'harmonisation, puisque cette compétence, elle est exercée au niveau de l'agglomération. Baisser aujourd'hui le tarif des Fécampois pour être contraint de le réaugmenter dans les années à venir parce que le coût dans les communes rurales est beaucoup plus élevé qu'à Fécamp, ce serait juste pas compréhensible. Donc nous devons privilégier les gros investissements que nous avons à faire. On doit également être extrêmement attentif à l'équilibre et aux travaux qui sont faits dans les communes voisines, qui maintenant constituent l'ensemble des communes de l'agglomération, pour faire en sorte que nous ne soyons pas obligés d'augmenter, nous, pour les Fécampois, pour baisser les habitants des communes voisines lorsque nous serons amenés à faire l'harmonisation. Est-ce que je crois être pédagogue, je veux intervenir là-dessus. Oui. On est en régie publique ici à Fécamp. Est-ce que Non, l'objectif... on n'est plus. Oui, non, mais est-ce que l'objectif, c'est que l'alimentation en eau des Fécampois continue à être en régie publique? C'est la question que je pose. Et quelle est votre orientation par rapport à ça? Pour l'instant, moi, je vous dis oui. D'accord. Nous, on considère que ça se passe très bien, la manière dont on a géré les choses. Et la loi nous permet aujourd'hui de ne pas avoir à faire de choix entre les régies et les syndicats. Donc on peut continuer de cette manière-là. Et c'est ce que nous allons décider. On aura à le décider collectivement en septembre. Moi, je ne sais pas ce que donneront les votes. Dans tous les cas, ce que je mettrai en proposition aux voix, ça sera que nous maintenions la régie telle qu'elle est actuellement à Fécamp. C'est-à-dire une régie qui permet de passer des marchés, mais que nous contrôlons. C'est nous qui déterminons quels sont les travaux, quelles sont les priorités. Et c'est évident que je crois que ça facilite amplement les choses. Pardon. On parlait si j'ai bien compris, des gens défavorisés. Est-ce qu'il peut y avoir une répartition par rapport aux gens défavorisés? On avait fait une étude dans le cadre de la loi Brotz qui permettait une expérimentation il y a 3 ans. Et on s'est rendu compte que c'était absolument pas du tout concluant. On n'arrivait pas en fait à trouver un équilibre.
Dès lors que, alors on faisait aussi attention, on avait demandé que ce soit en fonction des revenus, mais également aussi en fonction des consommations. Je rappelle que c'est aussi un peu notre intérêt à tous d'essayer de faire en sorte que les premiers mètres cubes qui étaient en fait indispensables, vitaux, nous souhaitions que ces premiers mètres cubes diminuent, le coût des premiers diminue, et qu'en fait on puisse augmenter ceux qui quelque part étaient superfétatoires. Quand vous lavez votre voiture, quand vous je sais pas, nettoyer au Karcher tout votre jardin, votre truc, ça c'est pas obligatoire, quoi. Donc là, du coup, vous prenez vos responsabilités et vous pouviez payer plus cher. On n'a jamais réussi, mais on pourrait demander qu'on nous le représente et qu'on le ressorte. On n'a jamais réussi à trouver un équilibre qui faisait qu'on arrivait à baisser ces prix sans augmenter de manière tellement incroyable pour retrouver évidemment notre équilibre, puisque nous, il fallait qu'on trouve notre équilibre. Un vrai sujet qu'on aura à voir à l'agglomération. Oui, mais bon, là, vous ne trouvez pas l'équilibre, mais il y a un excédent qui chaque année était excédent. Donc ça veut dire qu'il y avait une possibilité. Ça veut dire qu'on peut faire un geste significatif. Et la question, à mon avis, ça vaut la peine de l'étudier, parce que ça permettra aux plus défavorisés d'être aidés encore une nouvelle fois. Je peux juste répondre, et ça on le verra lors du compte administratif, comment on peut utiliser ces excédents, et notamment en investissement. Et ça on va le voir juste dans la délibération d'après, et notamment sur les investissements à venir. Le but d'un excédent, c'est pas de le consommer sur l'année N, c'est de se dire à quel moment on va le consommer et pourquoi. Et donc là, c'est une projection sur plusieurs années. Donc là, le choix, c'est aussi d'entretenir, parce que là, que ça soit le réseau eau ou assainissement, c'est aussi le patrimoine de la ville. Le fait de l'entretenir, c'est aussi entretenir notre patrimoine. Parce que les dépenses qu'on ne fait pas aujourd'hui, on les fera demain et peut-être beaucoup plus cher. Mais je suis aussi pour qu'on ait de la méthodologie sur ce genre Je souhaite qu'on cherche par exemple, les 10 plus grosses fuites et qu'on commence à travailler sur les 10 plus grosses fuites de façon à gagner de l'argent, parce que là, le travail, il a été fait concernant les fuites, Monsieur Louiset. Il a été fait, et vous pourrez regarder ces 10 dernières années. Il y avait, je crois qu'on était à 78% de rendement, et aujourd'hui on est quasiment au maximum. Il y a eu un très 87%. On sait qu'à 90 on peut pas arriver à plus, donc voilà, là-dessus on est vraiment efficient, et heureusement, parce qu'on a été vigilant, notamment parce qu'encore une fois c'est une ressource extrêmement précieuse, et puis que ça avait un vrai coût pour l'ensemble de la collectivité. Alors, donc, pardon, je dois mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup, sur le principe de simplement constater que le compte de gestion est le même que celui du compte administratif. Je l'ai bien compris. Les attributions de bourse au permis de conduire, Reynald, s'il te plaît. Donc oui, un dispositif qui est en place depuis de nombreuses années, puisque la ville de Fécamp souhaite renouveler le dispositif de la bourse au permis de conduire. Donc, elle s'adressera à 30 candidats résidant à Fécamp. Cette bourse d'un montant de 1 000 € sera attribuée suite au dépôt d'un dossier de candidature instruit et étudié par un jury selon des critères. Donc, vous avez pris connaissance des modalités de cette opération ainsi que de la liste des candidats retenus par cette première session. Donc, en connaissance, je vous propose d'adopter cette délibération selon les dispositions citées. Nous vous invitons à en délibérer. Excusez-moi, je voulais voir aussi, parce que vous savez qu'il y a une IFSI, il y a des élèves aides-soignantes qui vont rentrer en promotion professionnelle, en formation. Et je voulais savoir aussi s'ils pouvaient avoir cette bourse pour le permis de conduire. Au Fécampois, ceux qui n'ont pas le permis de conduire. Aujourd'hui, dans les critères, oui, tout à fait. Puisqu'en fait, c'est l'insertion par l'emploi qui est devenu l'un des critères majeurs. Donc à partir du moment où les jeunes ou pas jeunes constituent leur dossier en indiquant que dans le cadre de l'emploi auquel ils veulent accéder, alors a fortiori quand ils sont en formation, ils ont besoin d'un véhicule et d'un permis de conduire, ce sont les premiers qui sont examinés.
Maintenant, je ne peux pas vous dire que toutes les aides-soignantes qui vont proposer un dossier, puisque chaque parcours est examiné. Je sais que là, pour les 15, on a très souvent de très nombreuses demandes, alors qui parfois ne correspondent pas du reste aux critères que je vous ai évoqués. Enfin, en tous les cas, on ne le ressent pas dans les entretiens qui sont organisés. Pour l'instant, cela se fait en lien avec de nombreux partenaires pour les attributions également. Ce n'est pas que la ville. Et vous dire également que nous envisageons, on ne l'a pas fait dans ce budget-là, mais dès l'année prochaine, d'augmenter le nombre de bourses au permis, d'augmenter progressivement. Sachant que, tu l'as pas précisé, mais nous le connaissons, en échange, il y a, ou je l'ai pas entendu, en échange, il y a 80 heures qui doivent être cédées à la collectivité. Ce n'est pas gratuit. Les personnes qui bénéficient de ce dispositif s'engagent à travailler pour la collectivité à hauteur de ce nombre d'heures. Merci.